La scène se tourne ensuite vers une vaste arène d'entraînement en plein air. Une classe semble être en plein cours, les étudiants, assis sur les gradins observent la personne au centre de l'arène. Une voix annonce que le cours de ce jour sera une séance de duel de magie en 1 contre 1. Alors qu'on nous montre de plus près les étudiants participant à ce cours, on peut distinguer David parmi eux, celui-ci, assis en croisant les bras, semble être plutôt impatient que ce cours commence, il pense à ce moment-là, enfin. La voix ajoute au même moment, que cependant, seule la magie de premier niveau est autorisée. À savoir, une étoile. On peut voir que, David regarde ensuite dans une direction avec un air méprisant. Fronçant les sourcils, il continue à regarder de manière insistante. Il semblerait que David soit en train d'observer Isabelle, qui était en compagnie de Lucas. Il se demande, pourquoi Isabelle parle-t-elle à cet abruti? Isabelle demande à ce moment-là à Lucas, que signifie exactement se battre? On peut voir que la personne qui était au centre de l'arène en train de donner les consignes aux étudiants, était en fait une femme brune, adulte. Elle ajoute, qu'à part ça, les étudiants doivent être conscients qu'ils vont faire des vrais combats. Qu'ils devront assumer les blessures qu'ils se prendront, qu'ils doivent donc entrer dans l'arène en s'attendant à un vrai combat réel. En regardant la femme en train de donner les consignes aux élèves, Lucas s'exclame, « Ce professeur !» Ce qui intrigue Isabelle, qui semble s'interroger sur les propos de Lucas. Tout en regardant Lucas, Isabelle lui demande ensuite, s'il parle de la professeure Jane. Tenant son menton, Lucas rougit tout en s'exclamant, « Qu'elle est magnifique !» On entend en même temps la voix choquée d'Isabelle, lui rétorquer, « Pardon ?» Elle se lève ensuite subitement, puis sur le même ton, elle ajoute, « Es-tu sain d'esprit ?» Qu'il est en train de parler d'une professeure d'une 40aine d'années. Isabelle demande ensuite à Lucas, s'il est sérieux. Tout en rigolant, Lucas affirme, que oui. Que la professeure Jane est juste magnifique. Cette réponse semble d'une manière ou d'une autre, agacer Isabelle. Tout en regardant la professeure Jane, Lucas dit à Isabelle, qu'elle devrait regarder et apprendre. Que c'est à ça que ressemble la beauté d'une femme parfaite? Pas vraiment convaincue par les propos de Lucas, Isabelle lui répond, que même son goût pour les femmes est vieux. Cependant, Lucas lui, a l'air carrément de saliver en la contemplant. La professeure Jane annonce ensuite, que le premier match va commencer. Elle appelle les apprentis, David et Frey. À l'approche de son combat, le visage de Lucas ne montre aucune expression face à son adversaire. David lui, montre un air menaçant en regardant Lucas. On peut voir que l'un d'entre eux, se met à avancer tranquillement. On peut voir que c'est Lucas, qui était en train d'avancer en direction de David. Le voyant arriver vers lui, David lui fait signe de la main, tout en se faisant passer pour un gars cool, en disant « Comment tu te sens mon pote ?» Qu'il n'en pouvait plus d'attendre. David ajoute, qu'il n'a pas pu dormir la dernière fois à cause de l'excitation. Cependant avant que David ne puisse finir sa phrase, Lucas passe devant lui sans même lui adresser la parole. Choqué, David reste un instant figé. Ne semblant pas croire que ce qui vient de se passer est bien réel. Il tourne alors la tête pour voir où Lucas était en train d'aller. Continuant son chemin, celui-ci s'approchait peu à peu de la professeure Jane. Tout d'un coup, les visages des autres élèves semblent tous montrer une expression de stupéfaction alors qu'ils regardent une scène devant eux. Prenant la professeure Jane par la taille, Lucas passe en mode séducteur, puis affirme qu'il ne réalise que maintenant la raison pour laquelle il a ouvert les yeux après son sommeil éternel. Que c'est pour rencontrer la professeure Jane. Surprise par les actions de Lucas, la professeure Jane s'exclame, « Apprenti Frey ?» La regardant dans les yeux, Lucas lui dit, de ne pas s'inquiéter. Tout en nous montrant Isabelle, également bouche bée en voyant les agissements de Lucas, on entend la voix de celui-ci dire, que malgré son apparence, son âme lui, est beaucoup plus vieux que la professeure Jane elle-même. Puis il demande à la professeure ce qu'elle en pense. On entend au même moment, la voix de la professeure Jane lui demander, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Alors que le visage de Lucas s'approche progressivement de celui de la professeure Jane, il profite de ce moment pour demander à la professeure Jane, de lui faire l'honneur d'accepter son invitation à dîner le soir même. Gênée par les initiatives de Lucas, la professeure Jane essaie de le repousser en disant, « Recule Frey. » Que c'est son dernier avertissement. Cependant, attendant la réponse à sa proposition, Lucas lui rétorque, « Qu'en est-il de son invitation à dîner ?» Les étudiants choqués crient que Frey est fou. Un autre, penché en s'appuyant à son camarade, semble mort de rire en voyant cette scène. On entend à cet instant, la voix de Lucas proposer,
que s'il gagne son match, le professeur Jane devra lui permettre de l'inviter à dîner. Lucas montre alors un regard déterminé en regardant David. On entend derrière lui les voix des autres élèves lui demander ce qu'il va faire. Il trouve Lucas hilarant. Tout en nous montrant, David, irrité par l'attitude de Lucas, on entend les voix des autres élèves affirmer que Frey n'arrive à peine à lancer des sorts une étoile, il lui demande s'il compte gagner contre David qui a un niveau 3 étoiles. La scène se tourne ensuite vers la professeure Jane, qui en faisant un clin d'œil confirme à Lucas que s'il gagne, elle acceptera son invitation à dîner. Regardant dans la direction de la professeure Jane, Lucas lui demande si c'est une promesse. À ce moment-là, les jambes de la professeure Jane se sont soudainement pliées, la faisant perdre son équilibre. Elle s'est heureusement rattrapée en s'appuyant au meuble à côté d'elle. Tout en rougissant, la professeure Jane regarde Lucas avec un air charmé. Elle observe Lucas tout en disant à elle-même « Qu'est-ce que je fais ?» Qu'elle ne peut pas. Elle se dit qu'elle doit se calmer car elle se met dans l'embarras. Regardant Lucas partir pour son combat contre David, la professeure Jane pense qu'elle ne peut pas laisser son cœur s'emballer à cause d'un enfant. On peut voir que Lucas s'est suffisamment approché de David, déterminé à l'affronter pour gagner son dîner avec la professeure Jane. Le voyant venir à sa rencontre, David lui demande « Tu es fou Frey ?» Regardant Lucas, David commente qu'il n'avait aucune idée que Lucas, qu'il prend pour Frey, avait ce genre de goût. Il fixe ensuite Lucas, tout en affichant un sourire moqueur. Après quoi, debout en face de Lucas en train de s'étirer, David lui demande s'il avait secrètement demandé l'annulation de leur combat. Tout en continuant son échauffement, Lucas lui rétorque « Annuler le combat ? Pourquoi ferait-il cela ?» À ce moment-là, le regard de David devient plus sombre. Alors que Lucas était en train de se curer le nez, David lui demande s'il a bien dormi la nuit dernière. Il ajoute que Lucas ne semble pas comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Avec un air confiant, David dit à Lucas d'écouter attentivement, puis énumère ce qu'il allait lui faire en disant que d'abord, il lui arracherait les cordes vocales. Alors que Lucas l'écoute en se curant le nez, David poursuit en déclarant qu'après cela, lentement, il écraserait les membres de Lucas un par un, qu'il ne pourra ni crier ni se défendre. Selon David, ce sera très amusant. Pointant Lucas du doigt, David continue en s'exclamant qu'il lui avait bien dit. N'est-ce pas? Il poursuit ses propos en affirmant que ce jour sera le dernier où Lucas pourra encore marcher sur ses pieds. À ces mots, Lucas se met à regarder David avec un air impassible. Il réagit ensuite avec calme et affirme qu'avec les sorts une étoile, il doute que David puisse infliger de tels dégâts. Face à Lucas, David répond qu'il s'appelle David. Que Lucas verra de lui-même. Aussitôt après, la professeure Jane crie en faisant un mouvement du bras que le combat pouvait commencer. Les étudiants se regardent alors mutuellement, derrière eux, les autres élèves de la classe se mettent à s'agiter, levant les bras et criant pour motiver Lucas et David à débuter leur affrontement. Agissant le premier, David prononce les mots « rage de pierre ». Immédiatement après, des morceaux de pierre se mettent à léviter. Levant son bras en l'air, David semble fusionner les différents morceaux de pierre qu'il a fait léviter, afin de créer une masse de roche imposante et acérée au-dessus de sa tête. Les élèves qui regardaient cette scène sont tous surpris de voir David utiliser ce sort. S'exclamant « rage de pierre » ? Que David va vraiment utiliser ça? Un autre étudiant avait l'air moins choqué de voir ça. Certainement un des amis de David. Croisant les bras, il regarde la scène sans montrer la moindre expression de surprise sur son visage. Isabelle est également choquée, en voyant cette scène, elle s'exclame « Oh non !» Elle se tourne alors vers la professeure Jane, puis lui demande si elle n'avait pas dit que seuls les sorts à une étoile pouvaient être utilisés. Regardant Isabelle, la professeure Jane lui répond qu'il n'a pas enfreint les règles. Choquée par cette réponse, Isabelle demande « Comment ce sort peut-il ne pas enfreindre les règles ?» Nous retrouvons ensuite David, celui-ci tout en levant son bras en l'air, explique que la technique qu'il est en train d'utiliser est transmise uniquement au sein de sa famille. Il précise que c'est la magie de la vision. Que bien que ce soit un sort puissant, il peut quand même être utilisé même par un magicien de niveau une étoile, à condition que tous les critères soient remplis. Regardant David utiliser cette technique, Lucas affirme que malgré le fait que la magie de la vision soit le symbole du pouvoir de sa famille, David s'en sert quand même pour intimider les gens. Ce à quoi David lui rétorque en dirigeant toutes les pierres qu'il avait réunies avec sa technique vers Lucas, c'est quoi le problème? Il demande si Lucas a peur.
Le regardant avec indifférence, Lucas lui répond tout en levant la main, que non pas vraiment. Il fait ensuite usage d'un sort, qui fait apparaître une petite boule d'énergie au-dessus de la paume de sa main. Il prononce à ce moment-là les mots « missile magique ». Tous les spectateurs sont surpris en voyant cela. Ils semblent regarder avec curiosité le sort que Lucas vient d'utiliser. Isabelle ne fait pas exception, la bouche ouverte elle regarde la scène stupéfaite. Pendant ce temps, Lucas examine son missile magique et affirme avec satisfaction qu'il avait une belle lueur. Le voyant faire, 2 élèves qui étaient à proximité de lui se demandent si Lucas est sérieux là. David, riant à gorge déployée, s'exclame en voyant le sort de Lucas, « missile magique ?» Il demande ensuite à Lucas s'il veut utiliser son missile magique pour stopper sa rage de pierre. Il ajoute avec mépris qu'il imagine que c'est le seul sort que Frey peut utiliser. L'instant d'après, on peut voir que Lucas forme ensuite un point avec sa main. Il ouvre alors son doigt, puis donne une pichenette à son missile magique. Celui-ci s'est ensuite déplacé à une vitesse fulgurante, brisant toutes les pierres de David sur son chemin, avant de finalement frapper David en pleine gorge. Après quoi, il se fait violemment projeter à plusieurs mètres de distance. Encore dans les airs emportés par le missile magique de Lucas, David est impuissant face à la puissance de ce sort en apparence banal. Il rebondit ensuite une première fois sur le sol, mais cela n'arrête pas sa course. On entend par la suite le bruit lourd de son corps s'écraser quelque part. De la poussière ainsi que des fragments de pierre planent dans l'air à ce moment-là. On voit ensuite le corps de David allongé sur le sol de l'arène, son corps semble être tremblant et de la mousse lui sort de la bouche alors qu'il était inconscient. Tous les étudiants sont choqués de voir ça. Ils ne s'attendaient certainement pas à ce résultat. L'étudiant qui auparavant avait l'air confiant, mais surtout le seul à ne pas avoir été surpris de voir David faire usage de sa magie de vision, montre à présent une expression de crispation. Isabelle, elle, est complètement abasourdie par ce qu'elle vient de voir. La bouche ouverte, elle regarde la scène figée. La professeure Jane, approchant ses doigts de sa bouche, regarde la scène avec étonnement. Lucas apparaît ensuite, debout, une main sur la hanche, son regard dirigé vers le bas. On peut voir qu'il fixait en fait David, celui-ci est cloué au sol avec une grosse marque sur la gorge. En pleurant, David tente à ce moment-là de parler, mais aucun son n'arrive à sortir de sa bouche. Les yeux en larmes, il réalise que sa voix avait disparu. Alors que tous les élèves étaient en train de regarder cette scène improbable, on entend une voix dire qu'il y avait trop de bruit ici. D'autres étudiants semblaient regarder le combat depuis les places en hauteur de l'arène. Tenant une pierre dans la main, un d'entre eux avec les cheveux jaunes, regarde la scène avec intérêt. L'autre étudiant aux cheveux bruns, sourit et dit qu'il s'agissait d'un entraînement au combat pratique de la classe C, autorisant l'usage de la magie. Au même moment, le garçon aux cheveux jaunes continuait de regarder en direction de l'arène tout en tenant la pierre dans sa main. Revenant sur l'interaction entre David et Lucas, on peut voir que David essaie de parler sans succès. Lucas, lui, affirme en le fixant que David devrait avoir honte d'utiliser la technique de la magie de la vision pour des choses aussi futiles. Traitant David de morveux, il l'accuse de salir l'honneur de sa famille. David, les yeux pleins de larmes et de mousse sortant de la bouche, regarde Lucas d'un œil. Esquissant un sourire, Lucas demande à David ce qu'il avait dit auparavant. Il ajoute que tu détruiras mes cordes vocales. Lucas lui demande ensuite quelle était la suite de sa phrase. Tout en créant un nouveau missile magique, Lucas affirme qu'il se souvient de la suite de la phrase de David. Faisant léviter la boule lumineuse au-dessus de sa main, Lucas s'exclame avec un air sérieux que David écraserait tous ses membres un par un. Puis il lui demande, n'est-ce pas? Voyant que Lucas a invoqué un autre missile magique, les yeux de David montrent une expression de frayeur. Tout en essayant de se relever, David, apeuré devant la menace de se prendre un autre missile magique, tente de répondre à Lucas qu'il peut arrêter. Qu'il est désolé, il admet également qu'il a eu tort. Puis il se souvient à ce moment-là qu'il ne pouvait plus utiliser sa voix pour s'exprimer. Pendant ce temps, Lucas, ne prêtant pas du tout attention aux tentatives de David d'arrêter le combat, frappe avec son doigt le nouveau missile qu'il vient de faire apparaître. Lucas semble avoir ciblé le genou de David, écrasant ses os à l'impact. David, dans une douleur terrible, tente de crier de toutes ses forces mais ne pouvait rien faire. Désespéré, il essaie de faire des gestes pour que Lucas s'arrête. On peut voir que le second missile de Lucas a complètement tordu sa jambe. Lucas, avec un sourire moqueur à la bouche, demande à David ce qui ne va pas. Que c'était bien lui qui avait choisi ce scénario, non? Il lui demande
s'il ne se sent pas bien? Se couvrant la bouche avec sa main, Isabelle montre une expression choquée. Regardant le pitoyable David implorer la pitié de Lucas, Isabelle affirme que c'est trop. Elle dit alors à la professeure Jane que le vainqueur avait déjà été déterminé et lui demande d'arrêter le combat. Tout en regardant le combat, la professeure Jane répond que David n'a toujours pas déclaré qu'il avait perdu le match. Ce à quoi Isabelle rétorque aussitôt qu'il n'a même plus de voix. La professeure Jane coupe alors Isabelle en disant « Apprentie Isabelle ». On nous montre alors le regard sérieux de la professeure Jane, ne montrant aucune émotion face au spectacle dramatique qui se déroule devant elle. Tout en observant Lucas et David au centre de l'arène, elle explique que comme elle l'avait déjà dit, les étudiants doivent combattre comme s'il s'agissait d'un vrai combat. Elle ajoute que la route pour devenir un mage. La professeure Jane continue de regarder le combat, tout en affirmant que c'est un chemin qu'on ne peut pas suivre en hésitant en situation de danger. Elle continue en disant qu'en situation réelle on n'aura pas le luxe d'espérer que l'adversaire s'arrête au moment où les choses deviennent dangereuses pour vous. Écoutant avec attention les propos de la professeure Jane, Isabelle n'a plus d'arguments, elle se met alors à regarder la professeure tout en gardant le silence. Elle baisse ensuite les yeux, affichant un air déçu. Pendant ce temps, les yeux remplis de détermination, Lucas regarde son adversaire. Alors que David est de nouveau allongé au sol, Lucas affirme que David était tellement content de le ridiculiser à chaque fois, mais que maintenant il ne semble pas beaucoup apprécier être dans le rôle de la victime. Lucas poursuit en ajoutant que c'est à cause de personnes comme David qui se disent magiciens, que l'état de ce monde s'empire. Avec un regard menaçant, Lucas continue en disant que David ne devrait plus être autorisé à faire usage de la magie. Que cela contribuerait à aider la société. Il s'approche ensuite de David, qui le voyant avancer vers lui, est complètement terrifié. Arrivé devant David apeuré, avec un sourire, Lucas lui dit qu'il plaisantait. Il demande alors si David pensait vraiment qu'il écraserait tous ses membres. Puis Lucas se retourne et s'éloigne en disant qu'il est un gars gentil. Il ajoute qu'il se contentera des jambes de David car il lui fait trop pitié. Effrayé, David toujours sur ses gardes, regarde Lucas s'éloigner. L'instant d'après, David peut enfin se détendre puis s'écroule en soupirant. Cependant, Lucas s'arrête brusquement puis regarde à nouveau dans la direction de David. Ce dernier n'avait à peine eu le temps d'exprimer son soulagement à l'idée que Lucas allait enfin le laisser tranquille, qu'il entend sa voix dire que, cependant. Alors que David est encore allongé au sol avec une jambe cassée, Lucas affirme en le regardant qu'il a oublié que David avait deux jambes. Tout en affichant un sourire sadique, Lucas fait apparaître un nouveau missile magique. David comprend instantanément qu'il n'est pas encore sorti d'affaire, en entendant les paroles effrayantes de Lucas. La main de Lucas apparaît alors, le missile magique brillant au-dessus de celle-ci. Le reflet du missile magique peut être vu à ce moment-là dans les yeux désespérés de David. Ce dernier est complètement tétanisé par la peur en voyant cela. La main levée, Lucas est sur le point de lancer son nouveau missile sur David sans scrupule. Celui-ci, pleinement conscient de ce qui risque de lui arriver, fait signe à Lucas d'arrêter. Effrayé, David essaie une nouvelle fois de crier en vain. Il semble qu'il ne puisse rien faire pour échapper à son sort. La scène revient ensuite sur les étudiants situés en haut des gradins, celui aux cheveux brindis au sujet de Lucas, qu'il a l'air d'être un étudiant de première année. Il demande ensuite « Qui est-ce ?» puis termine en disant que les compétences de Lucas sont plutôt décentes. Son camarade blond, sans rien dire, continue de regarder avec attention ce qui se passe au centre de l'arène. Il se retourne ensuite subitement, s'apprêtant à quitter les lieux. L'instant d'après, on peut voir les deux étudiants s'éloigner progressivement de l'arène d'entraînement. On nous montre ensuite l'intérieur d'un grand bâtiment, de grandes statues sont debout devant les élèves qui traversent la pièce. On peut entendre une conversation entre les élèves sur le fait que David avait été complètement détruit par Frey. Un autre élève rétorque à ce moment que c'est vrai. Alors que les élèves sont à présent sortis de la grande pièce de tout à l'heure, ils continuent leur conversation, l'un d'entre eux affirme qu'un camarade à lui de la classe de Frey lui a dit cela. Il ajoute que David a été renvoyé chez lui avec les jambes cassées et les cordes vocales abîmées. Un autre étudiant demande à ce moment-là si David pourrait devenir magicien après cela. Alors que les étudiants entrent dans une salle de classe, on peut entendre la discussion se poursuivre avec un élève qui répond que David le méritait. Qu'il a récolté ce qu'il a semé. L'étudiant ajoute que David était un connard. Que l'atmosphère à l'académie est désormais plus agréable maintenant qu'il n'est plus là. On entend ensuite un élève demander comment Lucas avait-il pu gagner.
Il ajoute qu'il a dû se passer quelque chose, non? Un autre étudiant aux cheveux gris interrompt à ce moment-là la discussion, puis annonce que Lucas est là. On peut voir Lucas arriver dans un couloir, toute l'attention des autres élèves semble s'orienter vers lui, on peut entendre à ce moment-là une voix dans la foule s'exclamer « Il a signé un contrat avec le diable ou quoi ?» Le gars aux cheveux bruns qui observait le combat de Lucas contre David depuis les gradins de l'arène d'entraînement, s'approche de Lucas puis lui demande s'il est Fred Blake. Ce à quoi Lucas répond que c'est bien lui. Il lui demande ensuite qui il est. Le gars répond qu'il est un étudiant de 4e année, qu'il s'appelle Douman Milost. En entendant ça, Lucas lui rétorque avec un air indifférent « Oh. Donc tu es un élève de dernière année. » Cependant le gars le coupe en disant « Fred Blake. » Intrigué par sa réaction, Lucas le regarde fixement. Le gars se met alors à fermer les yeux, laissant passer un court moment de silence. Se décidant à parler, il dit ensuite qu'il souhaite inviter Lucas à rejoindre le cercle Tromen. Avec un air surpris, Lucas répète « Tromen ?» Douman Milost affirme à ce moment-là que en effet. Qu'en tant qu'élève de l'académie, Lucas avait probablement dû en entendre parler. Non. Il explique ensuite que c'est l'assemblée des étudiants représentant l'académie de Westerode, le cercle Tromen. Montrant une bague brillante à sa main, Douman Milost déclare avec sérieux que tout le monde ne peut pas rejoindre cette assemblée. Il ajoute que seuls ceux qu'ils ont personnellement sélectionnés peuvent avoir la chance de les rejoindre. Douman Milost montre alors sa bague en disant avec enthousiasme que c'est un anneau unique confirmant son appartenance au cercle Tromen. Il dit ensuite à Lucas que c'est cool. N'est-ce pas? Douman Milost ajoute que la finition a été faite par le maître artisan Proteus lui-même. Que c'est de l'or véritable. Et aussi, que si on mord dedans, on pouvait y laisser des empreintes. Laissant Douman Milost faire son monologue, Lucas se demande plutôt si on peut parler d'atteinte à la vie privée quand quelqu'un utilise notre nom sans autorisation. Se tenant le visage de déception, Lucas tout en s'éloignant réalise qu'il a complètement zappé qu'il n'avait pas de registre de famille à cette époque. Derrière lui, Douman Milost continuait son discours en affirmant qu'avec la bague d'appartenance au cercle Tromen, Lucas pourra avoir accès à l'emploi de son choix après avoir obtenu son diplôme. Que cela signifie qu'il ne mourra jamais de faim. N'ayant toujours pas fini de parler, Douman Milost ajoute que ce n'est pas tout. Que Lucas risque d'être choqué quand il apprendra l'identité de celui qui est à la tête du cercle Tromen, que c'est le seul et l'unique. Ne le laissant pas finir sa phrase, Lucas continue de s'éloigner en disant sans détour à Douman Milost qu'il pouvait arrêter de parler. Lui signifiant clairement qu'il perdait son temps. Choqué par la réaction de Lucas, Douman Milost lui rétorque. Attends quoi? Tu es fou? Qu'il lui parle quand même du célèbre cercle Tromen. Répétant encore une fois, le cercle Tromen. Soudain, une personne derrière Douman Milost l'interpelle en disant, ça suffit Douman. Qu'il voit bien qu'ils n'arriveront pas à convaincre Lucas de cette façon. Cette interaction attire l'attention de Lucas, qui se retourne pour regarder la scène avec interrogation. On entend au même moment la voix de Douman répondre « Seigneur. Seigneur Perouanjoun. » On nous dévoile alors progressivement le visage de la personne qui vient de s'adresser à Douman Milost. On peut voir qu'il s'agit du blond qui était en compagnie de Douman Milost le jour du combat entre Lucas et David à l'arène d'entraînement de l'académie. Ayant constaté la présence de celui-ci, Douman le salue respectueusement tout en s'inclinant. Lucas se retourne à ce moment-là, puis regarde le jeune étudiant blond sans rien dire. Cependant, ce dernier le regarde également avec une expression neutre. L'instant d'après, le blond se met à s'adresser à Lucas en disant qu'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant, n'est-ce pas? Tout en appelant Lucas « étudiant frais ». Il se présente ensuite comme étant le directeur du cercle Tromen, Perouanjoun. Après s'être présenté, Perouanjoun s'exclame qu'il souhaite lui aussi inviter l'étudiant frais à rejoindre le cercle Tromen. Tout en regardant Lucas, Perouanjoun esquisse ensuite un sourire discret. Debout devant Perouanjoun, Lucas ne réagit pas du tout à son invitation à rejoindre le cercle Tromen. Tout en souriant, il se dit à ce moment-là, regardez-le. D'après Lucas, Perouanjoun montre un sang-froid impressionnant pour quelqu'un de son âge. Lucas semble l'avoir analysé du pied à la tête à ce moment-là. L'instant d'après, Lucas leur fait signe de s'en aller de la main, leur disant qu'il n'est pas intéressé. Il ajoute que rien de spécial ne se passera même s'il rejoint leur groupe. Il leur tourne alors le dos avant de s'en aller en faisant un signe de revoir.
Tout en s'éloignant de Péruanjoun et de Douman Milos, Lucas dit aux deux étudiants qu'il n'a même pas de droit d'auteur sur son propre nom. Abrégeant la conversation, il leur souhaite donc de bien s'amuser entre eux. En entendant ces mots, Douman Milost semble contrarié, il s'exclame à ce moment-là que Lucas est vraiment un bâtard sans vergogne. Commençant à entrer dans un état de colère, Douman Milost s'apprête à lâcher une réplique de type « À qui Lucas pense-t-il s'adresser ?» Cependant, Péruanjoun lui fait immédiatement signe de la main de se calmer. Regardant Douman Milost avec des yeux menaçants, Péruanjoun lui fait en quelque sorte comprendre qu'il n'aura pas un deuxième avertissement. Intimidé par le regard de Péruanjoun, Douman Milost finit par se calmer puis présente ses excuses. Péruanjoun se remet ensuite à regarder Lucas, celui-ci était en train de s'éloigner de leur position, les mains dans les poches. N'accordant ni de l'importance à Péruanjoun et Douman Milost, ni au cercle du groupe Tromen. Le soir tombé, on peut voir des personnes marcher sur la terrasse d'un bâtiment allumé. On voit ensuite une table remplie de nourriture variée, les plats ont l'air présentés avec soin et invitent à la dégustation. Assise à cette table, la professeure Jane un peu ennuyée affirme qu'elle sait qu'elle a promis un dîner à Lucas. Tout en regardant Lucas et Isabelle qui sont également assis à la même table, elle ajoute qu'elle ne comprend pas pourquoi il y a une bouche de plus à nourrir. Embêté par l'attitude d'Isabelle qui s'est auto-invitée à leur dîner, Lucas lui dit à cet instant « Tu vois ? Qu'il lui a bien dit de partir. » Il lui ordonne ensuite de poser sa fourchette et de ne pas manger la nourriture. La bouche pleine, Isabelle répond qu'ils ne doivent pas faire attention à elle. Elle poursuit en leur disant de ne surtout pas imaginer qu'elle est venue parce qu'elle est inquiète. Profondément agacé par les propos d'Isabelle, Lucas fait de son mieux pour retenir sa colère. Il se lève ensuite de sa chaise, puis en pointant Isabelle du doigt il s'exclame « Eh, tu peux pas juste partir ?» Il poursuit en lui disant qu'elle ne peut pas être relou à ce point. Qu'elle doit s'imposer des limites. Alors que la professeure Jane les observe comme si elle assistait à une pièce de théâtre, on peut entendre à ce moment-là la voix d'Isabelle répondre qu'elle a cherché partout mais qu'elle n'a jamais trouvé une seule information sur la méthode de combat dont parle Lucas. Tout en continuant de manger, Isabelle soutient qu'elle n'a pas le choix. Que vu que Lucas ne lui explique rien, elle n'a pas d'autre choix que de suivre Lucas jusqu'à ce qu'il accepte de lui apprendre. Entendant les paroles d'Isabelle, la professeure Jane s'exclame « La méthode de combat ?» Elle demande si Isabelle parle de la méthode de combat de Cassagin. Surprise par la question de la professeure Jane, Isabelle demande si elle aussi connaît cette méthode de combat. Tout en buvant son verre, la professeure Jane affirme qu'elle a entendu des rumeurs à ce sujet dans l'institution des mages. Elle ajoute que cependant, qu'elle a plusieurs fois essayé de faire des recherches sur ce sujet dans les archives, mais qu'elle n'a jamais rien trouvé. Elle demande ensuite à Isabelle si elle insinue que Frey est au courant. La professeure Jane déclare ensuite que si ce n'est pas du bluff, elle aussi elle aimerait en apprendre davantage. Ayant entendu les mots de la professeure Jane, Lucas se met à boire le contenu de son verre. Il part ensuite de sa place, faisant quelques pas dans une certaine direction. Immédiatement après, on voit un œil surpris sur un visage qui semble rougir. Plutôt entreprenant, Lucas s'est mis à enlacer la professeure Jane tout en lui disant qu'au lieu de cela, il peut enseigner des choses plus intéressantes à la professeure Jane. Lucas lui dit ensuite à l'oreille qu'est-ce qu'elle en pense. Qu'ils peuvent continuer cette discussion dans la chambre de la professeure Jane. Continuant de rougir, cette dernière n'a pas l'air insensible aux avances de Lucas. Succombant peu à peu au charme de Lucas, la professeure Jane pense à ce moment-là, mon Dieu. Pourquoi je réagis comme ça, face à un étudiant qui a 20 ans de moins que moi? On peut voir que l'instant d'après, les lèvres de Lucas commençaient à se rapprocher très près de celles de la professeure Jane. Elle pense à cet instant, que c'est comme si son corps et son esprit agissaient séparément. Soudain, on entend le bruit sourd du poing d'Isabelle qui frappe sur la table, interrompant Lucas dans ses entreprises. Irritée, Isabelle hurle à Lucas d'arrêter d'agir aussi honteusement envers la professeure Jane. Lucas, également agacé par l'attitude d'Isabelle, lui demande « Tu es encore là toi ?» On peut voir qu'il y avait une belle pleine lune ce soir-là, entourée de quelques nuages ici et là. On retrouve ensuite Lucas, qui s'était arrêté au bord d'une rivière sans la compagnie des filles. Regardant devant lui avec un regard un peu attristé, il semble pensif. Alors qu'on nous montre une vue de loin de la ville, on peut voir une barrière sphérique couvrir une partie de celle-ci, ainsi que ce qui ressemble à un faisceau de lumière jaillissant du toit de certains bâtiments. On entend au même moment la voix de Lucas affirmer que c'est étrange. Que si le demi-dieu gouverne ce monde, alors sa présence doit être comme une épine dans son pied.
Selon Lucas, il s'attendait à ce que le demi-dieu ait effacé toute trace de leur existence. Il ajoute que cependant, contre toute attente, même après 4000 ans, les informations sur Kassajin, Schweizer, Iris et lui-même, n'ont à peine été modifiées. Lucas se demande, comment cela peut-il être possible? Cogitant de plus en plus, Lucas se demande, si ça signifie qu'il y a encore des gens qui suivent leur volonté et qui se battent encore? Isabelle arrive ensuite sur les lieux, restant à distance, elle observe Lucas. Celui-ci était toujours plongé dans ses pensées, ne semblant pas avoir encore remarqué la présence d'Isabelle. Voyant Lucas isolé aussi concentré, les yeux d'Isabelle s'écarquillent, et elle se met également à rougir. Lucas finit par la remarquer, il ne semble pas surpris qu'elle soit venue le voir, après tout elle avait dit qu'elle le suivrait partout jusqu'à ce qu'il lui apprenne la méthode de combat de Kassajin. Regardant le ciel, Lucas s'exclame, « Isabelle. J'ai une question. » Il lui demande ensuite, qui est le boss de l'académie? Trouvant l'emploi du mot, boss bizarre, Isabelle répond, le boss? D'après elle, c'est les enfants qui parlent comme ça. Lucas rétorque alors, que peu importe, il précise qu'il souhaite savoir qui est la personne la plus forte parmi les étudiants, les professeurs et tous les autres. Se retournant, Isabelle répond, que Lucas est culotté car il se permet de lui poser une question alors que lui refuse de répondre à la sienne. Contre toute attente, Lucas affirme qu'il lui dira ce qu'elle veut si elle répond à sa question. Ne s'attendant pas à entendre ça, Isabelle hausse le ton de surprise et demande, « Sérieusement ?» Contente de ce dénouement, Isabelle n'hésite pas à montrer sa joie. La voyant comme ça, Lucas lui demande, « Ça te rend si enthousiaste que ça ?» Ne perdant pas davantage de temps, Isabelle répond à la question de Lucas en disant, que le plus fort parmi les étudiants est Peruanjun. Que parmi les professeurs, c'est le professeur Diopulsement et le professeur Adélia qui sont les plus forts. Elle ajoute cependant, que la personne la plus forte parmi tous est probablement. Isabelle annonce ensuite avec fierté que c'est sa tante. Intrigué, Lucas demande, « Ta tante ?» Alors que Lucas était en plein dialogue avec Isabelle, on entend derrière lui une voix dire, que la tante de l'étudiante Isabelle est la directrice de l'Académie Westrod. Aussi appelée, Dame Siri Trisnine. On peut voir que c'était en fait la voix de la professeure Jane, il semblerait qu'elle pouvait entendre la conversation entre Isabelle et Lucas de l'endroit où elle était. Cette dernière ajoute, que la tante d'Isabelle est une mage 6 étoiles qui a reçu le titre de « Synthèse de glace de l'Empire ». En entendant ces mots, Lucas s'exclame avec surprise, « Oh 6 étoiles ?» La professeure Jane poursuit en disant, que le niveau d'un mage peut théoriquement aller jusqu'à 9 étoiles. Mais que la dernière personne à avoir atteint ce stade, date d'il y a 3000 ans. Elle ajoute que, de plus, il y a encore des discussions pour savoir si c'était vrai ou non, et on dit que le stade le plus élevé qu'un mage puisse atteindre est en fait de 8 étoiles. Qu'il doit y avoir eu moins de 10 grands mages qui ont atteint le niveau 8 étoiles dans le monde entier. Selon la professeure Jane, la vérité c'est que, atteindre 9 étoiles est tout simplement une légende. Après avoir entendu ces mots, Lucas se met à se retourner, regardant quelque chose derrière lui. Il semble qu'il soit en fait en train de regarder la barrière qui protège l'académie, il dit ensuite, qu'il suppose que la personne qui a installé le sort qui protège l'académie est également la directrice de l'académie. La professeure Jane ne semblant pas avoir l'information, rétorque, qui sait? Que Lucas a probablement raison. Ayant examiné la barrière, Lucas pense que cependant, ce n'est pas quelque chose qu'un mage 6 étoiles aurait pu mettre en place. Il repense ensuite au moment où Douman Milost et Peruanjun étaient venus le rencontrer pour l'inviter à rejoindre le cercle Tromen. Tout en profitant de ce moment de dialogue cordial, Lucas se dit, que comme il pensait, quelque chose ne tourne pas rond. Que la tante d'Isabelle, Siri Trisnine, pourrait peut-être avoir plus d'informations. Lucas en vient à conclure, qu'il doit rencontrer la tante d'Isabelle. Lucas appelle ensuite Isabelle, cette dernière répond, oui. Tout en étant curieuse d'entendre ce que Lucas a à lui dire. Lucas tourne ensuite son regard vers elle, tout en restant pensif. Lucas fixe Isabelle tout en pensant, que finalement non. Que tant qu'il ne sait pas jusqu'où va l'influence du demi-dieu, il ne peut pas impliquer une enfant innocente. Que selon la situation, il pourrait devoir supprimer la directrice de l'académie de ses mains. L'instant d'après Lucas s'exclame soudainement, devrait-il atteindre au moins le niveau 7 étoiles? Ayant entendu cela, Isabelle étonnée par les propos de Lucas s'exclame, 7 étoiles? La professeure Jane, elle, affirme qu'atteindre le niveau 7 étoiles devrait prendre 10 ans à Lucas s'il évolue vite, mais que sinon cela peut prendre jusqu'à 20 ans.
Lucas rétorque avec son calme habituel, que s'il s'entraîne assez dur, il devrait atteindre ce niveau avant la fin des vacances. On peut entendre à ce moment-là, la voix de la professeure Jane crier d'étonnement en disant « Qu'est-ce que tu as dit ?» Tout en fermant les yeux, elle rigole puis dit « Eh. Ok d'accord. Qui sait, ton bluff pourrait devenir réalité. » Elle ajoute que c'est bien de rêver grand et de viser haut. Lucas se retourne alors pour la regarder, il la fixe avec un regard sérieux. Cela surprend la professeure Jane, qui s'est arrêtée de parler puis regarde Lucas en retour. L'instant d'après, Lucas se faufile aux côtés de la professeure Jane, prenant celle-ci dans ses bras en disant qu'il n'y a pas que son rêve qui soit important, selon lui, son amour également est tout aussi grand. Il propose aussitôt à la professeure Jane de venir le vérifier avec lui. Cette dernière en rougissant, lui dit d'attendre. Elle pense mentalement à ce moment-là, qu'elle doit se contrôler car Lucas est un étudiant. Poussant un son avec sa gorge pour interrompre Lucas et la professeure Jane dans leur romance, Isabelle leur fait rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Levant le doigt, elle déclare que Lucas devrait commencer à faire attention à son comportement envers la professeure Jane, elle l'avertit que s'il continue à agir honteusement, elle en parlera à sa tante. Stoppé dans ses manœuvres romantiques, Lucas regarde Isabelle en grimaçant. Il soupire ensuite de déception tout en affirmant que c'est pour cette raison qu'il n'aime pas traîner avec les gamines. Irritée par les propos de Lucas, Isabelle répète le mot « gamine ». Comme pour compatir avec Lucas, la professeure Jane ajoute qu'elle le comprend, puis ajoute « Pas vrai ?» Choquée, Isabelle s'exclame « Pardon ?» Isabelle s'empresse aussitôt de demander à la professeure Jane ce qu'elle voulait dire par là. Cependant, ne voulant pas alimenter davantage la discussion, la professeure Jane lui répond que « rien ». Qu'elle n'a rien dit de spécial. On nous montre ensuite une vue de la ville depuis la mer, la nuit semble paisible. S'appuyant sur une barrière, on retrouve Lucas qui regarde en direction de la mer en se disant qu'il n'a pas besoin de se précipiter. Que pour le moment, il doit juste faire de son mieux tout en évitant de faire des erreurs. Il lève ensuite la tête, dirigeant son regard vers le ciel. Tout en observant ce beau ciel étoilé en cette nuit de pleine lune, il pense que c'est le moyen le plus rapide. 2 semaines plus tard, on voit une personne en béquille marcher difficilement, cette personne ne semble clairement pas habituée à ce genre d'exercice. Avançant dans un couloir rempli d'étudiants, la personne hurle les mots « frais ». Sale bâtard. Qu'il ose le blesser. On peut voir que c'est David, arrivant à l'académie en étant encore blessé, il se met à crier en cherchant Lucas, déclarant qu'il ne savait pas ce que Lucas avait fait durant leur combat, pour lui ce qui est sûr, c'est qu'il ne pouvait pas perdre contre une médiocrité comme Lucas. Il déclare ensuite qu'il va le tuer. Toute cette agitation attire l'attention des étudiants de l'académie, tous se retournent au passage de David regardant qui proférait de telles paroles. Alors que Lucas était tranquillement en train de lire, on entend la voix de David déclarer « Frais. Tu penses que je vais laisser passer ça ?» Regardant Lucas avec haine, David ajoute que Lucas ne s'en sortira pas comme ça, qu'il lui fera regretter d'être né. Les yeux remplis de colère, David hurle qu'il allait appeler tous ses gars pour s'occuper de Frais. Ce à quoi Lucas répond en invoquant un missile magique, et le lance nonchalamment sur David. Celui-ci vole à plusieurs mètres de distance. Il tombe ensuite au sol, perdant sa béquille par la même occasion. Les élèves se sont aussitôt rapprochés pour voir son état, on peut entendre le son de sa voix en train de gémir de douleur à ce moment-là. Entouré par les élèves, David la bouche ouverte et cloué au sol, cumulant de nouvelles blessures sur son corps. Une voix explique ensuite que l'étudiant David a été renvoyé auprès de sa famille pour réarranger proprement son nez. C'était la voix du professeur Kevin, qui expliquait aux élèves que David devait une nouvelle fois se faire hospitaliser. Lucas, marchant dans les couloirs de l'académie, pense que David est bête, qu'il n'avait pas compris la leçon la première fois. Selon Lucas, il ne s'attendait pas à grand-chose de ces gamins, mais pour lui, il devrait au moins avoir un certain niveau, après tout l'Académie West-Road n'est-elle pas une institution prestigieuse? Un peu inquiet, Lucas pense ensuite qu'il est devant une impasse, qu'il a besoin d'acquérir plus d'expérience pour s'habituer à manipuler le mana dans le corps de Frais. Alors que Lucas était encore dans ses pensées, on entend une voix derrière lui disant « Arrête-toi le mec aux cheveux blancs ». La personne demande si Lucas n'est pas celui qui s'est servi de David pour essuyer le sol comme un chiffon. Se rapprochant de Lucas, la personne qui semble être en uniforme d'étudiant, déclare à Lucas qu'ils doivent parler. Lucas, lui, ne semble pas comprendre la raison pour laquelle cette personne vient le rencontrer. Le gars, qui a l'air plutôt costaud, le fixe avec un regard méprisant en s'exclamant «
à ce qui paraît est plutôt bon en magie? On peut voir que Lucas et l'autre gars se sont rendus dans un bâtiment abandonné où il y avait beaucoup d'autres personnes présentes. Tous ont les yeux rivés vers Lucas et l'autre gars costaud. On peut voir que les personnes présentes dans la pièce regardent la scène avec un air confiant. Au même moment on entend la voix du grand type costaud dire « Enfoiré, tu ne me connais pas ?» Il se présente ensuite comme étant Alex Dreamid. On nous montre alors d'autres personnes également dans la pièce avec la même expression de confiance que ceux d'avant. On entend à ce moment-là la voix d'Alex Dreamid poursuivre sa présentation en affirmant qu'il est l'aîné de Lucas, qu'il lui doit le respect. Tout en montrant du doigt Lucas, Alex Dreamid lui dit qu'il peut détruire un morveux comme lui en 2 secondes. Alex Dreamid lui demande ensuite qu'a-t-il exactement fait à David. Il ajoute que David est comme son frère. Avec un ton énervé, Alex Dreamid poursuit en demandant « Tu lui as fait quoi FDP ?» N'ayant pas fini de parler, Alex Dreamid déclare que Lucas a brisé le nez et les jambes de David, hein? Selon lui, Lucas va payer pour ça, il le traite ensuite de moutarde. Un peu confus en entendant ces propos, Lucas se demande si Alex Dreamid vient de l'insulter à l'instant. Entouré de types aussi louches les uns que les autres, Lucas déclare qu'il veut demander une chose juste pour être sûr. Il demande ensuite s'ils sont actuellement en train de le harceler. Levant soudainement sa main en entendant ces mots, Alex Dreamid demande à Lucas qui il est pour lui parler comme ça. Agacé par l'attitude d'Alex Dreamid, Lucas pense à ce moment-là, c'est sale gosse. Feignant l'étonné, Alex Dreamid dit ensuite, quoi? Nous ne sommes pas assez importants à tes yeux maintenant que tu t'es magnifiquement occupé de David? Alors que Lucas finit par bâiller à force de s'ennuyer à écouter le discours sans fin d'Alex Dreamid, Alex lui, continue en s'exclamant, ne sais-tu pas que j'ai fini 16e dans le classement de la compétition magique? Il demande à Lucas s'il ne comprend toujours pas. Montrant Lucas du doigt avec ses 2 mains, Alex Dreamid affirme qu'il est en train de dire que Lucas va mourir aujourd'hui même. Le traitant de bâtard. À ce moment-là, Lucas tourne simplement la tête de lassitude devant ces paroles. Regardant autour de lui, Lucas lui rétorque qu'il semblerait qu'Alex Dreamid a eu besoin de ramener beaucoup de monde pour lui botter le cul. Se désignant comme étant un vieux jeune. Alex répond qu'il ne doit pas avoir peur. Que les autres ne sont là que pour apprécier le spectacle. Tout en l'écoutant avec ennui, Lucas s'étire le bras. L'instant d'après, avec un ton menaçant, Alex Dreamid ajoute « Pourquoi se mettre à plusieurs contre un petit enfant faible comme ?» Ne le laissant pas finir sa phrase, Lucas lance son sort missile magique sur lui, envoyant Alex Dreamid voler dans un coin de la pièce. Alex vole à plusieurs mètres, entrant en collision avec des étudiants sur son passage. Ces derniers n'avaient pas eu le temps de réagir, se faisant percuter de plein fouet. La violence du choc est telle que les étudiants touchés par le corps d'Alex se sont également mis à voler. On aurait dit que Lucas venait de faire une partie de bowling avec le corps d'Alex Dreamid. Les autres étudiants présents dans la pièce se sont aussitôt mis à se rapprocher de leurs camarades au sol, les regardant avec inquiétude. Voyant Alex Dreamid allongé aux côtés des autres étudiants qu'il a touchés après s'être pris le sort de Lucas, les autres étudiants indemnes se mettent à crier le nom d'Alex, espérant pouvoir le réveiller. Constatant qu'Alex Dreamid ne montre aucune réaction, ses camarades commencent à se retourner contre Lucas, l'accusant d'être un lâche pour avoir osé attaquer pendant qu'Alex Dreamid parlait. Il s'exclame avec colère que Lucas n'est pas censé attaquer pendant que son adversaire parle ou incante. Les écoutant parler, Lucas trouve leurs propos complètement stupides. Exaspéré, Lucas prend la parole en disant « Mon Dieu ! Mon Dieu !» qu'il vient de réaliser à quel point cette situation est ridicule. Il dit ensuite qu'il se demande ce qu'il fait avec une bande de gamins comme eux. Les étudiants sont choqués que Lucas les appelle ainsi, 2 d'entre eux se tenant prêts à attaquer, disent en même temps à Lucas qu'il n'y a vraiment aucune limite à son arrogance. L'un des 2 se présente comme étant Golgorex, le fils aîné de la famille Gillard. Le second avec un bonnet se présente également à son tour comme étant Frix, le fils cadet de la famille Pinalarque. Aussitôt les présentations finies, Lucas crie à haute voix qu'il est le missile magique. Il lance dans la foulée un nouveau sort de missile magique et le lance sur les garçons, les envoyant bouler comme s'ils n'étaient que de vulgaires insectes. Les étudiants restants se sont alors mis à se lancer sur Lucas criant « Chopez-le !» Lucas leur applique le même traitement que ceux d'avant, répétant de nouveau la phrase « Je suis missile magique ». Alors qu'on voit juste la lumière générée par le sort de Lucas se répéter comme un flash d'appareil photo, on l'entend redire encore 3 fois de plus ce qui semble devenir la nouvelle réplique préférée de Lucas, à savoir
je suis missile magique. Après avoir vaincu tout le monde, Lucas s'assoit sur un amas de corps d'étudiants inconscients tout en se disant « Quel ennui !» Autour de lui plusieurs autres étudiants gisaient au sol inconscients. Soupirant, Lucas pense qu'ils ne sont qu'une bande de gamins stupides. D'après lui, à ce stade il risque lui-même de se faire contaminer par leur stupidité. La scène se tourne ensuite vers une zone de l'académie, on peut y voir une des tours qui projette un faisceau vers le ciel. De retour en classe, Lucas semble tellement s'ennuyer qu'il a fini par s'endormir sur son bureau. Dans ses pensées résonne le mot « ennui ». Une voix s'adresse ensuite à lui, lui demandant « Qu'est-ce qu'il a fait ces derniers jours ?» Ce qui le fait sortir de son sommeil. Voyant que c'était en fait Isabelle, tout en restant allongé, Lucas lève les yeux pour la regarder en disant « Oh, c'est toi !» Isabelle lui dit ensuite qu'il crée des bains de sang partout avec ses missiles magiques. Elle lui demande par la suite s'il sait que les autres étudiants le surnomment « le missile de la mort ». Dépité, Lucas se dit « missile de la mort ?» Il pense que c'est carrément embarrassant. S'écroulant sur son bureau en balançant ses bras, Lucas demande « Qu'est-ce qu'il est supposé faire ?» Selon lui, il n'a aucune occasion de montrer des sorts plus puissants que missile magique. Voyant Lucas dans cet état, Isabelle le regarde de manière insistante. Il semblerait qu'elle voit actuellement Lucas de manière complètement différente de ce qu'on aurait pu penser au premier abord. Elle le trouve en réalité trop mignon malgré que Lucas est actuellement dans cet état d'extrême lassitude. Pour elle il est juste trop kawaii. L'instant d'après, Lucas demande assez froidement de quoi Isabelle avait-elle besoin. En entendant ces mots, cette dernière se fait interrompre de son scénario imaginaire un peu gêné. Elle dit ensuite à Lucas qu'elle a suivi ses conseils. Cependant ce dernier la regarde intrigué. Isabelle développe en affirmant qu'elle savait que le sang de troll pouvait être utilisé en gravant un cercle magique pour augmenter son efficacité. Mais que cependant, l'idée de le mélanger avec de l'essence magique dans les proportions 7/3 est ingénieuse. On entend à ce moment-là la voix de Lucas dire « Oh, ce n'était que ça ». Tout en refermant ses yeux pour se rendormir, Lucas conseille Isabelle d'essayer le sang d'un demi-troll tant qu'elle y est. Selon Lucas, ça devrait mieux marcher. Il précise que la force spéciale des trolls est particulièrement diluée dans le sang des demi-trolls. Isabelle trouve cette idée incroyable. Elle dit avoir hâte de voir le résultat d'une telle expérience. Se touchant le menton avec son doigt, Isabelle semble à ce moment-là un peu gênée. Elle se jette ensuite à l'eau et demande l'air de rien à Lucas qu'est-ce qu'il allait lui enseigner maintenant. En entendant cette question, Lucas réouvre les yeux et montre un air confus. Il lève ensuite la tête, fixant lentement du regard la jeune fille. Cette dernière la regarde également, attendant avec impatience une réponse de Lucas. Lucas se demande alors, quand est-il devenu le professeur d'Isabelle? Regardant Isabelle, il pense tout de même qu'elle est une fille plutôt talentueuse. Que s'il lui apprend correctement, il pourrait faire d'elle une mage 7 étoiles, il pense finalement que non. Qu'elle pourrait même atteindre 8 étoiles. Isabelle regarde Lucas à ce moment-là sans comprendre ce qu'il est en train de faire, elle attend toujours la réponse à sa question. Ne se prononçant pas, Lucas se met à appuyer sa main contre son menton tout en restant pensif. Alors qu'Isabelle était en train de l'observer, on entend la voix de Lucas dire « Isabelle ». Lucas poursuit en déclarant qu'il allait lui parler de la méthode de combat cette fois. Ravi par cette nouvelle, Isabelle s'exclame « Vraiment ?» Cependant Lucas la coupe pour ajouter qu'il va partir s'entraîner pendant les vacances. Que si Isabelle l'accompagne, elle pourra voir la méthode de combat de ses propres yeux. Lucas ajoute cependant que la route risque d'être difficile, qu'elle pourrait même perdre la vie. D'après Lucas, si Isabelle n'a pas suffisamment confiance, elle devrait. Avant que Lucas ne finisse sa phrase, on entend la voix d'Isabelle crier « Je t'accompagnerai ». Stupéfait par la réponse d'Isabelle, Lucas ne semble pas avoir envisagé cette soudaine tournure des événements. Cependant Isabelle ne semble pas vouloir revenir sur sa décision, son regard semble confiant et déterminé à ce moment-là. On nous montre ensuite l'extérieur d'un bâtiment, on entend une voix provenir de l'intérieur de celui-ci, suppliant pour que Lucas l'emmène avec lui pour son entraînement. Ainsi le jour du voyage pour l'entraînement de Lucas arriva. Isabelle, avec un énorme sac à dos accroché sur le dos, se présente au lieu de rendez-vous avec Lucas avec un air fatigué et triste. Lucas, qui a peu de bagages, hausse les sourcils et plisse les yeux sceptiquement en voyant le gros sac d'Isabelle. Lucas pointe ensuite son doigt vers le grand sac à dos d'Isabelle, et lui demande pourquoi avait-elle apporté tout ça de bagages.
partait-elle en randonnée? Isabelle, sur la défensive, crie que c'est normal. Que les filles avaient besoin de beaucoup de choses. Elle ajoute que Lucas ne pourrait pas comprendre de toute façon. S'étant calmée, Isabelle rougissant change de sujet puis demande à Lucas où vont-ils aller tous les deux. Lucas, fermant les yeux, se gratte la tête et dit qu'il devait y réfléchir. Il dit ensuite qu'il comptait camper dans les montagnes d'Hispania. Choquée en entendant cela, Isabelle crie « Les montagnes d'Hispania ?» Isabelle poursuit en disant que les montagnes d'Hispania est un endroit super dangereux. Qu'on appelait cet endroit le paradis des monstres sur Terre. Isabelle demande alors si Lucas est vraiment sérieux. Lucas ayant confirmé cela, demande si Isabelle sait comment s'y rendre. Posant son sac à dos par terre, Isabelle déclare qu'elle a l'impression que Lucas recherche constamment à la déstabiliser. Elle déplie ensuite une grande carte, et la regarde la bouche ouverte. Lucas lui aussi se met à consulter la carte avec elle. Isabelle affirme par la suite que le voyage vers les montagnes d'Hispania pourrait prendre une demi-journée s'ils utilisent la pierre de distorsion. Une sorte de technologie de téléportation. Elle ajoute qu'elle avait entendu dire qu'il y a une grande quantité de monstres sur le chemin. Intrigué par la remarque d'Isabelle, Lucas lui demande alors « Tu as peur ?» Isabelle lance à ce moment-là son sac par-dessus son épaule et lui répond de ne pas la sous-estimer. Elle fixe ensuite Lucas puis lui affirme qu'elle n'avait jamais songé un instant que le voyage avec lui serait calme et sécurisé. Lucas reste silencieux, se mordillant ses lèvres avec un air légèrement offensé. Pour changer de sujet, Lucas demande à Isabelle des détails sur ce qu'elle avait dit auparavant à propos de la pierre de distorsion. Il demande ce que c'est exactement. Isabelle explique alors que comme son nom l'indique, il s'agit d'un moyen de se déplacer sur de longues distances. Lucas, surpris par cette information, les mains dans ses poches, commente que le monde est devenu bien meilleur. Il ajoute qu'il n'y avait pas ce genre de choses il y a 4000 ans. Isabelle, confuse par les propos de Lucas, se retourne puis rétorque « Il y a 4000 ans ». Lucas pense à cet instant que le niveau de la magie ne s'est pas développé en 4000 ans, mais que cependant la technologie, elle, avait beaucoup progressé au cours du temps. D'après lui, cela pourrait être un des facteurs qui explique pourquoi les étudiants de cette époque sont aussi faibles. En levant les yeux vers les oiseaux dans le ciel, Lucas pense que l'idée de créer un moyen de se téléporter est très tentante. Il redemande ensuite à Isabelle, c'est bien pierre de distorsion le terme exact pour désigner cette technologie? Il ajoute ensuite avec enthousiasme, que le monde moderne est vraiment très pratique. Isabelle, comme pour casser son enthousiasme débordant, déclare que par contre, l'utilisation de cette technologie coûte assez cher. Lucas, surpris que la technologie de téléportation ne soit pas gratuite, s'exclame « Hein? C'est payant ?» Tout en continuant de marcher, Isabelle répond « N'est-ce pas évident ?» Lucas lui demande alors « Combien ça coûte ?» Isabelle lui répond que vu qu'il y a une distance assez grande entre Cosinfonie et l'Hispaniola. Elle termine en annonçant à Lucas qu'il leur faudrait environ 10 pièces d'or au minimum. Les yeux de Lucas s'écarquillent sous le choc, alors que des gouttes de sueur commencent à apparaître sur son visage. Il répète alors « 10 pièces d'or ?» Aussitôt après avoir entendu ces mots, Lucas s'arrête soudainement, puis commence à fouiller dans son sac sous les yeux étonnés d'Isabelle. Lucas est dégoûté de découvrir qu'il n'avait qu'une seule pièce d'or sur lui. Il ne comprend pas pourquoi Fred, dont il occupait le corps, avait si peu d'argent alors que c'est un noble. Étonné par l'attitude étrange de Lucas, Isabelle demande à ce dernier si quelque chose ne va pas. Cependant, réalisant quelque chose à ce moment-là, il se dit « Attends ». Il vient tout juste de réaliser qu'Isabelle est également une noble. Il en déduit qu'elle devait sûrement avoir beaucoup d'argent. Voyant le comportement étrange de Lucas, Isabelle lui demande s'il se sent bien. Lucas se retourne alors pour fixer Isabelle avec des yeux pleins d'espoir. Il se met ensuite à courir vers elle formant un cœur avec ses mains tout en tournant sur lui-même, puis il se dépêche de venir agripper la main d'Isabelle. Puis avec un large sourire, il demande avec une voix aguicheuse. « Isabelle, combien as-tu d'argent sur toi ?» Étonnée par ce comportement, Isabelle demande « Pourquoi agis-tu comme ça ?» Prise au dépourvu, elle répond ensuite qu'elle n'avait pas d'argent. Fronçant les sourcils et commençant à transpirer, Lucas choqué s'exclame « Quoi ?» Isabelle, mettant ses poings sur ses hanches, explique que la vie de riche rend les gens paresseux. Elle ajoute qu'il n'est pas convenable qu'elle apporte de l'argent lors de son voyage pour s'entraîner. N'étant pas du tout convaincu par les propos d'Isabelle, Lucas pointe du doigt la direction de chez elle, lui disant de retourner tout de suite chercher de l'argent à la maison avant de revenir.
Cependant Isabelle refuse, disant que c'est plus fun de gagner l'argent durant le voyage. Exaspéré, Lucas répond en criant qu'elle dit des absurdités. D'autant plus qu'elle avait apporté tant de choses inutiles avec elle. Isabelle, criant fort, répond que c'est différent parce que les filles ont besoin de beaucoup de choses. Elle lui dit ensuite de laisser tomber, puis l'invite à arrêter de parler de ça. Baissant la tête de déception avec un air sombre, Lucas suppose qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de trouver une solution, qu'une fois arrivés à la capitale. Pas vrai? On entend ensuite la voix de Lucas demander à Isabelle si elle avait déjà travaillé. Cette dernière lui répond aussitôt qu'elle n'avait jamais travaillé. Pas une seule fois. On peut voir que nos deux voyageurs arrivent devant un port, un bateau à voile semble être amarré, ainsi que d'autres petites embarcations. Lucas et Isabelle se mettent à s'approcher du port, passant devant des hommes musclés, un d'entre eux a une cigarette dans la bouche, tandis qu'un autre porte un sac déchiré à la main. Soudain, Lucas et Isabelle s'immobilisent en même temps, le visage marqué par la surprise, en voyant quelque chose au loin. Leur réaction est due à la vue d'un énorme navire en bois avec de grandes voiles blanches. Lucas et Isabelle semblent tout petits à côté de celui-ci. La bouche ouverte de stupeur, Lucas demande si c'est gratuit. Tout en admirant le navire, Isabelle répond que c'est gratuit pour les étudiants de l'académie. Remarquant la longue file d'étudiants attendant pour monter dans l'impressionnant bateau à voile, Lucas dit que c'est ce qui explique la présence d'autant d'étudiants. Tandis qu'ils attendent leur tour de monter dans le navire à la fin de la file, Lucas en salivant dit qu'il espère que la nourriture à bord sera bonne. Il ajoute qu'il se demande s'il y aura de la viande. Isabelle lui répond qu'elle avait entendu dire que la nourriture sur ce navire était la plus délicieuse. Se réjouissant à l'avance, Lucas ne peut s'empêcher de s'exclamer « La viande ! La viande !» Lucas, rougissant de plaisir, dit que rien que de l'imaginer suffit à lui mettre l'eau à la bouche. Il poursuit en affirmant qu'il aime vraiment leur académie. L'instant d'après, un homme aux cheveux noirs avec un papier en main, lève sa paume devant Lucas puis déclare « Désolé mais il n'y a plus de place disponible ». Lucas, sous le choc, crie de surprise « Quoi ?» L'homme ajoute avec indifférence qu'ils doivent attendre 4 jours pour le prochain navire. Choqué par cette nouvelle, Lucas tombe au sol, les larmes aux yeux, la bouche ouverte. Isabelle, alarmée, le rattrape. L'homme leur propose ensuite qu'ils prennent un autre navire en disant « Si ça ne vous dérange pas, pourquoi ne prendrez-vous pas le Corteso ?» Ne s'attendant pas à ce qu'il puisse y avoir une autre alternative, Lucas s'exclame « Le Corteso ?» C'est ainsi que Lucas et Isabelle se sont retrouvés devant un plus petit navire, qui rien qu'en apparence semble avoir déjà un certain âge. Ni Lucas, ni Isabelle, n'a l'air enthousiasmés par cette solution alternative pour leur voyage. Leur regard semble plutôt empli de scepticisme. En regardant le petit navire, Lucas commente que ce n'est pas si mal. Cependant il ajoute que si on compare avec le navire luxueux de tout à l'heure, c'est le jour et la nuit. L'homme aux cheveux noirs fermant les yeux explique que bien que ce navire fera un arrêt à Géotamboul, il ne devrait pas mettre plus de 5 jours à atteindre Kosinfoni. Il ajoute que bien sûr, tout cela est gratuit pour les étudiants de l'académie. Perplexe, Lucas se gratte le dessus de la tête puis remercie l'homme, bien qu'il n'est clairement pas impressionné par l'offre. Pendant ce temps, 3 hommes qui ressemblent à des pirates sont assis autour d'une table. Ils semblent être en pleine réunion, discutant autour d'un plat de poulet. Un homme aux cheveux longs avec des boucles d'oreilles en or et une cicatrice sur le visage parle à son capitaine, lui disant que tout est prêt. En face de lui, un homme barbu avec une crête et un œil complètement blanc, hausse les sourcils et dit « Bien, bien ». Qu'ils partiront ce soir, il ajoute qu'ils doivent faire en sorte que ce soit mémorable. Un autre homme, avec un cache-œil noir et une dent manquante, rit malicieusement en mangeant du poulet. Le capitaine le pointe ensuite du doigt et lui demande « Pourquoi a-t-il arraché son œil ?» Selon le capitaine, c'est plutôt dérangeant. Cette question surprend ce dernier, qui s'est arrêté de mastiquer la viande qu'il a dans la bouche en entendant les paroles de son capitaine. L'homme lève ensuite son poing serré et sourit, disant qu'avoir un œil en moins est un symbole de piraterie. Le capitaine l'accuse d'être fou pour avoir retiré son œil sain, juste pour avoir l'air plus pirate. L'homme en bandana vert, avec des couteaux attachés sur le bras, rit et demande s'il reste encore quelqu'un de normal dans leur groupe de pirates. Il précise que leur groupe s'appelle « les pillards sanguinaires ». Le capitaine réfléchit un instant, puis pointe du doigt un endroit sur une carte. Il annonce ensuite à son groupe de pirates que leur cible du jour est un navire qui fera un arrêt à Géotamboul. Il ajoute
qu'ils les surprendront lorsque leur navire passera par les îles Oscales. Le capitaine demande ensuite s'ils ont bien compris. L'homme au cache-œil rit, disant qu'ils feront certainement beaucoup d'argent ce soir, puis un peu hésitant il demande quel est le nom de ce navire. Le capitaine, les dents serrées, ordonne au pirate d'écouter attentivement s'il ne veut pas que son œil restant lui soit arraché. Il affirme que c'est un navire plein de gamins riches. Alors que la scène revient sur Lucas et Isabelle, qui sont montés à bord de leur navire, commençant à inspecter celui-ci. On entend au même moment la dernière parole du capitaine des pirates disant que le navire en question s'appelle le Corteso. On voit ensuite un homme portant un chapeau noir, ce dernier en posant sa main sur sa poitrine s'exclame « Bienvenue à bord du Corteso ». Il se présente comme étant Mac Martinez, le capitaine du navire. S'avançant vers le capitaine Mac Martinez, Isabelle le salue poliment puis le remercie à l'avance de bien prendre soin d'eux. En observant les hommes travailler sur le bateau, Isabelle dit que si ce navire n'avait pas été là, ils auraient été bloqués pendant 4 jours. Elle demande ensuite délicatement au capitaine pourquoi un navire aussi magnifique avait si peu de personnel. Elle ajoute, y a-t-il une raison pour expliquer qu'il y ait si peu de main-d'œuvre? Isabelle ouvre la bouche choquée, lorsque le capitaine lui explique que le navire passera près des îles Oscales, un endroit où des pirates apparaissent fréquemment. Isabelle, inquiète, demande si les pirates représentaient une menace réelle. Le capitaine sourit et la rassure, lui disant qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Il explique alors que non seulement leur navire est protégé par 2 navires de guerre qui les escortent, mais qu'en plus chacun d'eux a à son bord un mage de niveau 4 étoiles. Tout en nous montrant une fille avec des tresses en tenue bleue, créant des courants d'eau magiques autour d'elle, on entend la voix du capitaine Mac Martinez dire que bien sûr ce sont des mages de combat de la tour magique. On voit ensuite un homme en armure entouré de cercles de feu. Le capitaine affirme avec confiance à ce moment-là que même s'il rencontre des pirates sur leur trajet, il ne devrait pas avoir de problème. Ces 2 mages 4 étoiles semblent chacun maîtriser un élément, la fille aux tresses, l'eau. L'homme chauve en armure, le feu. Isabelle sourit, rassurée par les paroles du capitaine. D'après elle, c'est un soulagement d'avoir des mages de combat. Tandis que Lucas, lui, était en train de bâiller, bâillant si fort qu'une larme est apparue dans son œil. Le capitaine Mac Martinez dit ensuite en souriant que si les pirates avaient un minimum de cervelle, ils n'oseraient pas attaquer un navire protégé par des vaisseaux de guerre impériaux. Soudain, le capitaine ouvre la bouche, choqué, il semble avoir remarqué quelque chose qui sort de l'ordinaire. Isabelle se fige, les yeux écarquillés, et Lucas, debout derrière elle, semble plutôt calme et même désintéressé. Les marins du Corteso se mettent à se précipiter dans une panique totale, criant de peur qu'ils ont vu des pirates. Un gigantesque navire noir, avec de nombreux canons, avançait vers leur position. Le capitaine Mac Martinez et Isabelle sont également stupéfaits par la vue du navire pirate. Le capitaine Mac Martinez demande alors, est-ce un navire pirate? Tandis que ses subordonnés s'adressent à lui en criant, Capitaine Mac. Nous avons un problème. Isabelle resta immobile, ses yeux rouges grands ouverts de terreur. On pouvait entendre hurler à ce moment-là, les navires de guerre. Les navires de guerre ont. Au même moment Lucas se met à froncer les sourcils, concentré, évaluant la situation. On nous montre ensuite une scène choquante, où on peut voir des navires transpercés par des blocs de glace tandis que le navire pirate se rapprochait de plus en plus. On entend à ce moment-là l'équipage du Corteso crier que les navires de guerre ont tous été coulés.